Une seule phrase. Pas un missile, pas un coup de feu, juste des mots. Et en quelques heures, les marchés du pétrole tremblaient sur tous les continents de la planète. C'est ce qui s'est passé cette semaine dans ce scénario quand les gardiens de la révolution iranienne ont menacé d'étrangler l'approvisionnement énergétique du monde entier. Pas seulement celui de l'Amérique, pas seulement celui d'Israël, celui de tous. Et 24 heures plus tard, le président américain a répondu par une déclaration si chargée, si calculée, qu'elle est instantanément devenue la phrase la plus disséquée de toute cette guerre. Voici le paradoxe que je veux dérouler avec vous aujourd'hui. Ce duel n'est pas vraiment une affaire de pétrole. C'est une partie, la partie la plus dangereuse de toute la géopolitique, un jeu aussi vieux que la peur. Voici donc la question qui tient cette vidéo entière. Comment gagne-t-on une partie où celui qui cède perd, mais où celui qui ne cède pas risque de tout détruire? Et quel est le secret vertigineux de ceux qui remportent ce jeu-là? Car il faut d'emblée comprendre une chose qui heurte notre intuition. Nous croyons que, dans une confrontation, l'avantage va au plus fort, au mieux armé, au plus riche. Et souvent, c'est vrai. Mais il existe un type d'affrontement où cette règle s'inverse, où c'est le plus désespéré, celui qui a le moins à perdre, qui détient soudain le pouvoir. C'est le jeu de la menace suicidaire, du chantage à la destruction mutuelle. Dans ce jeu-là, la faiblesse peut devenir une force, car celui qui est prêt à tout perdre effraie celui qui a encore beaucoup à sauver. Un homme aux abois qui n'a plus rien tient parfois en respect un géant, simplement parce que le géant, lui, a peur de mourir. C'est cette inversion troublante que la crise du Détroit vient illustrer, et c'est pourquoi il faut la comprendre. Une précision d'abord. Ce récit s'inscrit dans un scénario de guerre entre les États-Unis et l'Iran daté de 2026, avec sa part de dramatisation. Traiter les événements précis comme une lecture, pas comme un bulletin vérifié, mais la mécanique qu'il révèle, celle du bras de fer et de la surenchère, gouverne les crises les plus dangereuses depuis que les hommes se menacent. Alors entrons dedans. Premier domino. La menace du tout ou rien. Les mots exacts employés par les gardiens de la Révolution étaient glaçants de simplicité. Les exportations énergétiques de la région sont soit partagées par tous, soit refusées à tous. Relisez cette phrase, car elle est tout sauf anodine. Ce n'est pas une menace visant à punir un pays. C'est une menace de prendre en otage le système énergétique mondial tout entier, d'un seul coup en y entraînant l'Europe, l'Asie, toutes les économies qui n'ont pourtant rien à voir avec la querelle entre Washington et Téhéran. Le message est limpide, si nous ne pouvons pas faire sortir notre pétrole, personne ne fera sortir le sien. Et pourquoi cette menace maintenant? Parce que l'Iran était acculé, coincé des deux côtés à la fois, le détroit d'Ormuz paralysé et un blocus naval américain rétabli sur ses ports. Étranglé, l'Iran a joué ce qu'il considérait comme sa carte ultime, la carte de la ruine partagée. Vous m'asphyxiez, alors j'asphyxie le monde entier avec moi, et les gardiens de la Révolution ne se sont pas contentés de menaces vagues. Dans la même salve de déclarations, ils ont annoncé que le détroit resterait fermé jusqu'à la fin des méfaits de l'Amérique et revendiqué avoir déjà frappé des centres de commandement, des dépôts logistiques et de carburant liés à la veuve flotte américaine basée à Bahreïn. Ils ont revendiqué l'incendie d'une installation américaine au Koweït et une frappe sur une base américaine en Jordanie visant des hangars d'avions. La défense antiaérienne jordanienne aurait intercepté 3 missiles balistiques venus d'Iran ce jour-là. Autrement dit, la menace verbale s'accompagnait d'actes bien réels. Ce n'est pas une guerre de mots se jouant sagement sur des écrans de télévision, loin de tout. De vraies frappes ont lieu et les victimes s'accumulent des deux côtés. Le gouvernement iranien affirme qu'au moins 30 civils ont péri sous les frappes américaines dans le sud du pays et son armée fait état de soldats tués sur une base. En face, les États-Unis accusent l'Iran d'avoir attaqué 7 navires commerciaux en une seule semaine, faisant près d'une douzaine de morts, disparus ou blessés parmi les équipages. 2 de ces pétroliers transportaient à eux seuls 46 marins, dont 30 ressortissants indiens. Un de ces marins indiens a été tué et l'Inde a formellement convoqué le diplomate iranien à New Delhi pour protester. La crise ne se limite plus à un échange de coups entre l'Amérique et l'Iran. Elle lappe déjà des civils de pays qui n'ont, eux, absolument rien à voir avec la querelle de fond. Voilà le premier domino, non pas une menace de faire mal à l'ennemi, mais une menace de faire mal à tout le monde, à commencer par les innocents. Et pour comprendre la logique redoutable de ce geste, il faut nommer le jeu auquel il joue. Deuxième domino, jeter le volant par la fenêtre. Ce jeu, les théoriciens l'appellent le jeu de la poule mouillée ou le jeu du cave. Imaginez 2 voitures lancées à pleine vitesse l'une contre l'autre. Celui qui donne un coup de volant pour éviter la collision est le lâche, le perdant. Celui qui tient bon gagne. Mais si aucun des deux ne cède, ils meurent tous les deux. Le philosophe Bertrand Russell utilisait cette image pour décrire la course aux armements nucléaires et le stratège Thomas Schelling en a tiré une leçon paradoxale, absolument centrale pour comprendre l'Iran. Comment gagne-t-on à ce jeu? Pas en étant le plus courageux ni le plus fort, on gagne en convainquant l'autre qu'on est incapable de céder. Et la meilleure façon d'y parvenir est aussi la plus folle.
arracher son propre volant et le jeter par la fenêtre, bien en vue de l'adversaire. À cet instant, l'autre voit que vous ne pouvez plus tourner, même si vous le vouliez, alors c'est lui qui doit dévier ou mourir. En vous rendant volontairement impuissant à reculer, vous forcez l'autre à le faire. Et c'est exactement cela, la menace iranienne du tout ou rien. En proclamant partagé par tous ou refusé à tous, l'Iran jette son volant par la fenêtre. Il annonce au monde « Je ne peux plus reculer, je suis prêt à tout faire sauter, y compris moi-même ». Il parie que le monde, terrifié par un pétrole hors de prix, forcera Washington à céder pour lui. C'est l'arme suprême du plus faible, la ruine partagée. Car le faible a moins à perdre. Quand vous avez déjà tout perdu, la menace de tout détruire devient étrangement crédible. Il y a là une asymétrie que le puissant a du mal à accepter. L'Amérique a d'immenses richesses, une économie florissante, des millions de citoyens dont le confort dépend de la stabilité mondiale. L'Iran, sous sanction depuis des décennies, isolé, exsangue, a bien moins à protéger. Et c'est précisément cette pauvreté qui rend sa menace mordante. Le riche recule plus facilement, car il a plus à perdre dans la collision. Le désespéré, lui, peut regarder le mur avec un calme effrayant. Voilà pourquoi les stratégies de la corde raide sont si souvent l'arme des acculés. Elles retournent la faiblesse en levier, en pariant que l'adversaire, ayant davantage à sauver, sera le premier à dévier. C'est un pari immoral, cynique, mais qui, hélas, marche parfois. Troisième domino, élargir le précipice. Et l'Iran ne s'arrête pas là. Il élargit la falaise. Selon plusieurs analystes, Téhéran pourrait activer ses alliés Houthis au Yémen pour fermer un second détroit, celui de Bab el-Mandeb, à l'entrée de la mer Rouge. Un responsable Houthi a d'ailleurs déjà déclaré son groupe prêt à le faire, avertissant qu'une telle fermeture pourrait propulser le prix du baril jusqu'à 200 $. Asseyez-vous une seconde sur ce chiffre, le baril s'est changé déjà au-dessus de 80 $, en hausse de plus de 10% en une seule semaine. Le doublé, ou pire, serait un choc catastrophique frappant tout, du prix des billets d'avion au coût des courses, dans des pays qui n'ont aucun lien avec cette guerre. 2 détroits menacés en même temps, par 2 forces alliées mais distinctes, agissant de concert. Voyez la stratégie, car elle est diaboliquement intelligente. Plus l'Iran menace des acteurs qui n'ont rien demandé, plus sa menace gagne en puissance. Car en prenant le monde entier en otage, il transforme le monde entier en un allié involontaire de sa cause. Chaque nation terrifiée par la flambée du pétrole devient une voix qui supplie Washington de reculer. C'est un renversement pervers. L'Iran fait de sa propre agression une raison, pour les tiers, de faire pression sur l'Amérique. Il compte sur la Chine, sur l'Europe, sur l'Inde, tous dépendants de ce pétrole, pour venir dire à Washington « Trouvez un arrangement à tout prix, car nous ne pouvons pas nous permettre ce chaos ». Le maître chanteur ne se contente pas de menacer sa victime, il recrute les spectateurs comme intercesseurs. Et la crise happe déjà des innocents. Des pétroliers frappés, des marins tués, dont plusieurs ressortissants indiens au point que l'Inde a convoqué le diplomate iranien pour protester. La ruine partagée n'est pas une figure de style. Ce sont des morts dans des pays sans aucun lien avec la querelle. Voilà le vrai visage de cette stratégie. Elle ne se contente pas de menacer les tiers, elle les tue déjà pour rendre sa menace crédible. Car une menace de ruine universelle n'a de poids que si l'on montre qu'on est prêt à commencer par les plus faibles, ceux qui ne peuvent pas riposter. Quatrième domino, la réponse chargée. Face à cela, on attendait du président américain une réponse aussi brutale. Il en donna une, mais pas celle qu'on attendait. Et c'est là que réside toute la finesse du jeu. Sur son réseau social, Trump publia un message qui tient à la fois du tour d'honneur et de la menace, un paragraphe soigneusement construit. « Le pétrole coule comme jamais grâce à la puissance formidable de l'armée américaine », écrivit-il. Puis, il fit une chose remarquable, il nomma et félicita personnellement 3 hommes, son secrétaire à la guerre, son chef d'état-major et le commandant de ses forces dans la région, les créditant d'avoir maintenu le détroit ouvert à tout le trafic maritime, avec une seule exception, très précise, l'Iran. Et il rejeta la faute sur ce qu'il appela le pouvoir menteur, violent et malveillant de l'Iran. Notez ce geste de nommer ses généraux. Ce n'est pas anodin, c'est afficher une chaîne de commandement soudée, une machine de guerre confiante et rodée, à l'opposé de l'image d'un régime iranien acculé et isolé. Toute la mise en scène vise à dire « de mon côté, tout va bien, tout est sous contrôle. Du vôtre, c'est le chaos ». Relisez cela, car c'est le cœur de la parade, la partie que tout le monde a disséquée. L'Iran avait dit « partagé par tous » ou « refusé à tous ». Trump répond « ouvert à tous, sauf à vous ». Il retourne, mot pour mot, la formule iranienne contre son auteur. C'est un renversement de judo. L'Iran voulait imposer le cadre de la ruine partagée, le nous coulons tous ensemble. Trump le refuse et impose le cadre inverse. Tout le monde va bien, il n'y a que vous qui soyez coupé du monde. Il prétend ainsi tenir, lui, le volant. C'est l'Iran, dit-il, qui est isolé, seul, exclu.
Voilà pourquoi cette phrase fut la plus commentée de la guerre, car dans le jeu de la poule mouillée, tout est affaire de perception. Chacun s'efforce de convaincre l'autre et le monde que c'est lui qui ne peut pas dévier, que c'est l'autre qui devra le faire. L'Iran jette son volant en criant à la ruine universelle. Trump feint de n'avoir même pas de volant à jeter, en déclarant que tout roule déjà, sauf pour l'Iran. Deux hommes de mise en scène, chacun essayant de persuader l'autre qu'il est prêt à foncer dans le mur. Et c'est là que réside le danger le plus subtil. Car ce duel ne se joue pas seulement entre les deux dirigeants, il se joue devant un public mondial et chacun bâtit sa mise en scène autant pour l'adversaire que pour ce public. L'Iran veut que le monde le croie assez fou pour tout faire sauter, afin que le monde supplie l'Amérique de céder. Trump veut que le monde le croie serein et maître de la situation, afin que le monde cesse d'avoir peur et ne pousse personne à reculer. Mais dans cette course aux apparences, un piège guette. À force de jouer un rôle, on finit parfois par ne plus pouvoir en sortir. Le dirigeant qui a proclamé au monde entier qu'il ne cédera jamais devient prisonnier de sa propre déclaration. Il ne peut plus reculer sans se dédire publiquement, sans perdre la face devant son peuple. Ainsi, la mise en scène destinée à impressionner l'ennemi finit par ligoter son propre auteur. Le masque, à force d'être porté, colle au visage. Et c'est ainsi que des hommes qui, en privé, voudraient peu être déviés, se retrouvent incapables de le faire, prisonniers du personnage qu'ils ont eux-mêmes créé. Faisons une pause et prenons de la hauteur, parce qu'on touche à l'insight, le cœur de toute cette histoire. Ce que Schelling avait compris et qui devrait nous glacer, c'est ceci. Le bras de fer, la brinkmanship, ne consiste pas à menacer de faire mal à l'autre. Il consiste à créer volontairement un risque partagé, à menacer de laisser la situation échapper à tout contrôle et à gagner en étant celui qui semble moins capable de l'arrêter. On ne dit pas « je vais te frapper ». On dit « je ne pourrai bientôt plus retenir la catastrophe, alors c'est à toi de reculer ». L'histoire nous a offert une répétition générale de ce cauchemar, et le monde y a survécu de justesse. La crise des missiles de Cuba, en 1962. Pendant 13 jours, deux superpuissances nucléaires ont foncé l'une vers l'autre, chacune essayant de convaincre l'autre qu'elle ne céderait pas. Kennedy imposa un blocus. Khrouchtchev envoya ses navires vers la ligne. Le monde retint son souffle, à quelques heures peut être de l'anéantissement. Et pourquoi la collision n'a-t-elle pas eu lieu ? Précisément parce que, en secret, les deux hommes ont gardé la volonté de perdre un peu. Kennedy offrit à Khrouchtchev une sortie honorable, un retrait discret de missiles américains en Turquie qui permit aux soviétiques de reculer sans être humiliés. Autrement dit, la crise fut résolue non par celui qui tint le plus fort son volant, mais par ceux qui, in extremis, acceptèrent tous deux de dévier un peu. La leçon de Cuba est exactement l'inverse de la bravade. Ce qui a sauvé le monde, c'est pas le courage de foncer, c'est la sagesse discrète de céder juste assez. Et voilà l'insight que je veux graver en vous avec toute sa terreur. Cette logique a une faille mortelle. Si les deux joueurs jettent leur volant par la fenêtre, si chacun convainc l'autre qu'il ne déviera pas, alors la collision est certaine. Le jeu ne reste sûr qu'aussi longtemps que l'un des deux, secrètement, garde la volonté de perdre. Le jour où les deux préfèrent la mort au déshonneur, c'est le précipice qui gagne. Et la menace du tout ou rien, cette option de Samson qui fait crouler le temple sur soi-même et sur l'ennemi, ne fonctionne que si l'on est réellement prêt à mourir aussi. Le négociateur le plus dangereux n'est jamais le plus fort. C'est celui qui a le moins à perdre et le plus de volonté de le prouver. Prenons un visage pour incarner cela. À titre de figure représentative, imaginez un marin indien, appelons-le Vijay, à bord d'un pétrolier traversant le détroit. Il n'est ni américain ni iranien, il n'a aucune part dans cette querelle. Il transporte une cargaison pour nourrir sa famille à des milliers de kilomètres. Et un matin, un missile déchire la coque de son navire. Vijay est l'un de ces passagers qui n'ont jamais choisi de monter dans la voiture lancée vers le mur, mais qui meurt quand même dans la collision. Car c'est la vérité la plus cruelle du jeu de la poule mouillée à l'échelle du monde, ce ne sont pas les deux chauffeurs qui paient en premier. Ce sont les passagers innocents, les Vijay, les marins, les familles de partout, pris dans une partie dont ils ignoraient jusqu'aux règles. Des Vijay, il y en a sur toutes les mers que deux hommes ont décidé de transformer en table-jeu, ce qui nous ramène à nous, à la France, au Canada. La première leçon est brutale. Nous sommes, nous aussi, des passagers de cette voiture sans en tenir le volant. Un pétrole à $200, ce serait notre carburant, notre chauffage, le prix de tout ce que nous achetons, alors même que nous n'avons, comme le dit l'analyse, aucun enjeu direct en cette guerre. Voilà l'horreur du monde interconnecté. N'importe quel acteur désespéré, en jetant son volant, peut prendre en otage l'économie de la planète entière, et nous avec. Nous subissons les paris de joueurs lointains sur lesquels nous n'avons aucune prise, d'où la seconde leçon plus constructive. La meilleure défense contre le chantage à la ruine partagée, c'est de réduire notre vulnérabilité. Un otage ne vaut que parce qu'on peut lui faire. Une nation qui dépend moins d'un seul détroit, d'une seule source d'énergie, d'un seul fournisseur, est une nation qu'on peut moins prendre en otage.
La diversification énergétique que la France a entamée après les chocs pétroliers en misant sur le nucléaire n'est pas qu'une question de portefeuille ou d'écologie. C'est une question de liberté. Ne pas laisser sa survie dépendre du sang-froid de deux hommes lancés vers un mur. Retirer l'otage de la table, c'est désarmer le maître chanteur. Chaque baril de pétrole dont nous n'avons plus besoin, chaque route d'approvisionnement que nous diversifions, chaque dépendance que nous réduisons, est une prise de moins que le chantage a sur nous. La souveraineté au XXIe siècle se mesure aussi à notre capacité à hausser les épaules face à ceux qui menacent de fermer un détroit lointain. Et il y a une troisième leçon, plus intime, sur nos propres démocraties. Le jeu du volant jeté n'est pas réservé à la géopolitique. On le voit surgir dans nos vies politiques quand des dirigeants font de l'intransigeance une vertu, quand ils refusent tout compromis, quand ils menacent de tout bloquer pour forcer l'autre camp à céder. Cette stratégie du jusqu'au boutisme, du refus de dévier, est une brinkmanship domestique. Et elle porte le même danger si les deux camps jettent leur volant. C'est la maison commune qui s'écrase contre le mur. Apprendre à reconnaître ce jeu chez nous et à valoriser ceux qui ont le courage de dévier plutôt que ceux qui bombent le torse est une hygiène démocratique essentielle. Alors récapitulons la mécanique parce qu'elle est d'une logique implacable. L'Iran, acculé, brandit la menace du tout ou rien, refusant l'énergie à tous s'il ne peut vendre la sienne. C'est le geste du joueur qui jette son volant par la fenêtre pour forcer l'autre à dévier. Il élargit la falaise en menaçant un second détroit, un pétrole à $200 pour prendre le monde entier en otage. Et Trump réplique en retournant la formule. Ouvert à tous, sauf à l'Iran. Le tout illustrant la loi terrible du jeu de la poule mouillée. On gagne en convainquant l'autre qu'on ne peut pas céder, mais si les deux y parviennent, c'est la collision assurée. Reste la dernière question, la plus vertigineuse, et je vous la laisse. Dans un jeu où l'on gagne en étant prêt à tout perdre, que se passe-t-il quand aucun des deux chauffeurs ne bluffe ? Il n'y a alors qu'une seule issue, et elle est écrite depuis le début. La sagesse, dans ce jeu, ne consiste pas à mieux jouer. Elle consiste à refuser d'y monter, ou à construire un monde où notre sort ne dépende pas de deux hommes lancés à pleine vitesse l'un contre l'autre. Car tant que nous laisserons le destin de milliards d'êtres humains suspendus au sang-froid de quelques joueurs jouant leur va-tout, nous vivrons tous sans l'avoir choisi, comme des passagers ligotés sur la banquette arrière d'une voiture qui fonce vers un mur. Et le vrai courage, le seul, c'est pas de tenir le volant plus fermement que l'autre, c'est d'avoir la force, un jour, de lever le pied